Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Les incendies dans le sud-est de la France, tous les foyers sont maîtrisés, mais les pompiers restent en alerte. 2 d'entre eux sont morts dans un retour de flammes, 1 millier d'hectares ravagés. Série de morts suspectes dans une clinique de l'Essonne. Des patients en stade terminal auraient reçu des cocktails sédatifs. Une information judiciaire a été ouverte. Le début de la 13e conférence internationale sur le sida à Durban en Afrique du Sud. Sur ce continent violemment frappé par l'épidémie, 1 adulte sur 3 contaminé par le virus et le prix exorbitant des médicaments. Collection haute couture automne-hiver 2000, la déclaration d'amour de Jean-Paul Gaultier. Ce styliste n'a qu'un seul amour, c'est Paris. Mais avant de commencer ce journal, cette information qui concerne la rédaction de France 2. Nous sommes pour l'instant sans nouvelles de nos envoyés spéciaux dans l'île de Jolo, au sud des Philippines. Cette équipe composée de Maryse Burgo, Jean-Jacques Le Garec et Roland Madura, arrivée hier soir à Manille, cette équipe s'est rendue sur le terrain à Jolo ce matin. Les journalistes n'étaient pas de retour à leur hôtel à la nuit tombée. Des informations contradictoires font état d'une prise d'otage. France 2 est dans l'incapacité de la confirmer à l'heure qu'il est. Dans l'actualité de ce dimanche, sur le front des incendies, les premiers de l'été d'une rare violence. Tous les foyers dans le sud-est ont été maîtrisés dès la fin de matinée. Mais pour autant, les pompiers restent extrêmement vigilants. Une nouvelle nuit sur le terrain, 200 hommes pour éviter toute reprise sous l'effet du vent qui faiblit fort heureusement. Maintenant, l'heure est au bilan. 2 pompiers, dont l'un volontaire, ont perdu la vie dans un retour de flamme. Plus d'1 millier d'hectares de végétation détruits dans les Bouches-du-Rhône, sans compter les désagréments pour les passagers bloqués à la gare de Marseille. Sur place, Karim Baïla et Christophe Larocca. Des carcasses de véhicules calcinés, un paysage de désolation. L'incendie de Cornillon-Confou a été meurtrier. Le plus important feu du département a tué une fois encore 2 soldats bénévoles. Hier, peu après le drame, la nouvelle tombe au PC de sécurité. Tout de suite, c'est le désarroi. Les 400 soldats du feu sont joints par leurs familles, qu'ils rassurent sur le champ. Certains se cachent pour pleurer. Signe du destin, en juillet 95 sur ce même site, 2 autres pompiers sont morts dans les mêmes conditions. Ils étaient sur le front du feu avec un certain nombre d'autres unités. Le feu courait vite et les a encerclés. Malgré la manœuvre de sécurité qu'ils ont opérée, 2 d'entre eux donc n'ont pas pu s'abriter. Retour sur le front, armés de courage. Toute la nuit, ils ont évolué d'arrache-pied sur un terrain très accidenté, inaccessible. Une lutte acharnée, déterminée à en finir, ils gagnent la bataille contre les flammes et le vent. Je crois qu'on lui a fait mal cette fois-ci. Ça a été dur, mais on est arrivé. Et c'est pas fini quand même. Hein. Il doit encore y avoir du boulot pour demain matin et surtout, ce qui nous craint le plus, c'est une reprise du Mistral. Tôt le matin, le calme est revenu grâce à l'action des Canadaires. Le premier feu de l'été a fait d'énormes dégâts dans les Bouches-du-Rhône, près de 1000 hectares ravagés. Alors, comme chaque année, le débat tourne autour de l'origine des incendies. Hier matin, pourtant, la région était en alerte, la situation propice. Un vent très fort sur une semaine de sécheresse et souvent l'imprudence qui fait tout basculer. Au cœur de Saint-Chamas, on a frôlé l'explosion. Le pire dans un premier temps, c'était de pouvoir venir à bout du sinistre, chose que nous avons réussi à faire en mettant de côté, en pouvant isoler les camions de gaz voisins qui risquaient au début et qui nous faisaient très peur dans le développement de cet incendie. Conséquence de ce week-end d'incendie, plusieurs lignes ferroviaires paralysées par les feux, 5000 passagers condamnés à dormir dans les gares. Dans le Var à présent, à la Cadière d'Azur, le feu est stabilisé, les pompiers ont lutté toute la nuit, les flammes se sont dangereusement approchées des zones d'habitation et ce soir, on s'interroge sur les mesures de prévention, d'entretien des pinettes qui n'auraient pas forcément été respectées. Gilles Marinet, Stéphane Amar et Jean-Paul Miotto. Des flammes gigantesques portées par un vent violent, cette nuit les collines de la Cadière d'Azur étaient transformées en torches. 1000 personnes évacuées, des quartiers résidentiels menacés,
Le pire semblait inéluctable, mais au matin, étonnement, les dégâts sont minimes. C'est même incompréhensif que les maisons n'ont pas brûlé. Ça, on ne comprend pas. Quelques murs noircis, ça et là. En fait, les pompiers qui se sont battus toute la nuit ont réussi un véritable tour de force. Ils n'avaient pas théoriquement les moyens de défendre toutes les habitations. Là, il y avait 700 maisons sur le parcours du sinistre. Il est impossible de mettre un véhicule auprès de chaque maison. Le maire a bien conscience d'être passé à côté du désastre. Cette forêt, qui n'est pas exploitée pour son bois, est livrée elle-même par les propriétaires. Les broussailles l'envahissent et c'est au milieu de ces pièges à feu que l'on construit, sans même respecter toujours les 50 mètres de déboisement réglementaire autour des maisons. Au-delà des précautions réglementaires, il faut aller encore beaucoup plus loin, parce qu'on a vu que les maisons qui étaient correctement protégées ont été plus facilement préservées. Et ça, on a quelquefois des difficultés à faire appliquer la loi, simplement. Tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne le fait pas. Avant de changer les lois et les mentalités, il s'agissait aujourd'hui d'écarter la menace. Le feu, en effet, peut couver longtemps dans les racines. Bien que moins violent, le vent n'est pas tombé. C'est lui qui, avec des rafales à près de 70 km/h, a permis à l'incendie de parcourir 600 hectares en quelques heures. De plus, il fait toujours aussi chaud, la végétation est très sèche. Avec 100 hommes et 30 véhicules, les pompiers vont donc veiller toute la nuit pour parer à toute éventualité de reprise de feu. Et c'est une partie de l'Europe qui est sur le qui-vive. Des milliers de pompiers de secouristes mobilisés en Turquie, en Roumanie, en Grèce, mais aussi en Italie, où une cinquantaine d'incendies dans le sud du pays ont déjà détruit des milliers d'hectares. Des touristes du club méditerranéen de Metaponto ont dû être momentanément évacués. Des dizaines de foyers sont signalés. Le balai des Canadair et des hélicoptères pour venir à bout de ces feux attisés par le vent et provoqués par la sécheresse. J'en viens maintenant à cette série de morts suspectes. Dans une clinique de l'Essonne, une vingtaine de patients seraient décédés après l'administration de cocktails sédatifs. Une information judiciaire a été ouverte. Patrick Fandiot, Jean-Louis Bousser et Pascal Caron ont pu recueillir un témoignage d'une des ex-employées de l'établissement où sont également évoqués des actes de maltraitance sur certains malades. Les patients ont en moyenne 75 ans. Ils sont souvent incurables. La clinique est spécialisée dans les soins pour ce type de malades. Un établissement réputé, aujourd'hui accusé. Un médecin y aurait prescrit des cocktails de sédatifs mortels à des patients en phase terminale. Au moins une vingtaine de morts suspectes ces 3 dernières années, si l'on en croit le journal Le Parisien. Ces accusations sont portées par d'anciens membres du personnel soignant qui veulent rester anonymes. Effectivement, il existe à la Martinière des pauses de cocktails qui permettent de faire partir, je dirais, des patients au moment choisi par la personne qui donne l'ordre de poser le cocktail. Qui ordonnait la pause? Qui est toujours en activité? Oui. Enfin, nous, à la Martinière, nous n'avions connaissance que du nom de ce médecin. Et d'ailleurs, il se disait dans l'établissement, ah tiens, ce médecin est de garde ce week-end, ça va dégager. Des témoignages après plusieurs années de silence et surtout sur fond de climat social détestable dans la clinique. Il y a 2 mois, les prud'hommes ont condamné la direction pour licenciement abusif et harcèlement moral évident d'une syndicaliste. Moi j'ai vu des infirmières pleurer. Et elles ne pouvaient rien faire. C'était impossible. Vous savez, il ne faut pas croire, il y a déjà la toute-puissance du médecin. Et là on est en plus dans un monde médecin plus militaire de tout pouvoir. C'est l'inspection du travail qui a transmis ces accusations à la justice. Vendredi dernier, des enquêteurs ont mené une perquisition houleuse dans l'établissement. Ils ont saisi plusieurs dizaines de dossiers médicaux. L'information judiciaire a été ouverte pour homicide et violences volontaires. Les responsables de la clinique, des anciens hauts militaires, se murent dans le silence. Le directeur serait en vacances au Canada. Ce dimanche du jubilé des prisons à l'occasion de l'an 2000, la plupart des évêques de France ont célébré la messe dans les centres pénitentiaires, à l'exemple de Jean-Paul II, qui à Rome, devant une 60aine de détenus, présidait dans la plus vieille prison de la ville la cérémonie dominicale. L'occasion pour le Saint-Père de demander un geste de clémence pour tous les prisonniers du monde. Correspondance Isabelle Stess, Dominique Merlin. Ces jours d'espoir à Regina Coeli. Un moment d'apaisement pour ces hommes condamnés à l'enfermement dans la plus vieille prison de Rome, surpeuplée comme tant d'autres. Ils sont ici pour vol, drogue, meurtre. Et c'est avec émotion qu'ils accueillent Jean-Paul II, venu parler de leur souffrance, aux côtés de leurs surveillants pour un jour désarmé.
Une messe unique où les détenus sont aujourd'hui les enfants de cœur du pape. Je viens à vous pour affirmer votre dignité humaine, leur dira Jean-Paul II. Et de longs applaudissements accueilleront l'appel à la clémence pour les détenus du monde entier. Moment de fraternité avant la traditionnelle remise de cadeaux confectionnés en prison. Dans sa prière, un détenu évoquera ceux qui attendent dans les couloirs de la mort. Et c'est avec émotion qu'un autre remerciera Jean-Paul II d'être venu en ce lieu. Grazie per la sua presenza in questo luogo di dolore. Lieu de douleur, symbole aujourd'hui de toutes les prisons du monde, mais où la présence de Jean-Paul II a redonné l'espoir d'une vie meilleure, en attendant un geste des autorités. L'ouverture de la 13e conférence internationale sur le sida à Durban, en Afrique du Sud, pour la première fois sur ce continent le plus cruellement frappé par l'épidémie. Des milliers de manifestants dans les rues de la ville, distribuant des préservatifs, avec comme revendication essentielle l'abaissement des prix des médicaments, de l'AZT ou de la tripthérapie, rendus inaccessibles par leur coût prohibitif dans les pays pauvres. Pris pour cible les laboratoires pharmaceutiques. 230 organisations de 33 pays seront présentes à ce colloque qui fera le point sur les avancées de la recherche médicale. Dans ce continent, je vous le disais, où le sida fauche des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, le virus continue de se propager. Un adulte sur 3 touché par la maladie. L'exemple du Cameroun, où quelques entreprises commencent maintenant à se mobiliser avec les moyens du bord. Des sociétés dont les employés, ouvriers ou cadres, ont été emportés par le sida. À IDEA, reportage de Patrick Fandio et Frédéric Pasquette. Sur les rives du fleuve Sanaga, on danse ce matin-là pour fêter la bonne nouvelle. L'usine d'aluminium qui fait vivre toute la région a décidé d'offrir une trithérapie à une quarantaine de salariés et à leurs conjoints. Ça passe pour de la générosité, mais c'est surtout une nécessité. Le sida met l'entreprise en danger de mort économique. Près de 10% du personnel atteint, 6 morts en un an. Nous avons vu mourir un certain nombre de nos collaborateurs. Nous avons pensé que nous pouvions faire quelque chose pour éviter que cette maladie n'entame de manière significative nos efforts de productivité et nos performances. À quelques mètres de l'usine, le centre médical de l'entreprise. C'est ici que sont pris en charge à 100% les salariés séropositifs. Messieurs, alors il y a la télévision, je crois qu'il y en a... Pour ces malades, une trithérapie coûte près de 3 500 francs par mois. C'est le revenu annuel moyen d'une famille. L'équipe médicale a fini par convaincre la direction qu'il valait mieux payer pour la trithérapie plutôt que de soigner au coup par coup les maladies opportunistes. Il est resté 3 semaines dans le coma. Tous espèrent bien avoir les médicaments le plus tôt possible. Pour eux, ça va être une deuxième vie, oui. On est très content de pouvoir enfin soigner les malades, hein, d'avoir une relation déjà plus honnête, je dirais, avec le patient, hein, de pouvoir l'aider à vivre et non pas l'aider à mourir comme on faisait jusqu'à présent. Les cartons de médicaments arrivent de Londres. 2 grands laboratoires pharmaceutiques, d'habitude si avares, fournissent une partie du traitement. Un grand hôpital parisien mène une étude scientifique sur le projet. Ils ont tous fait le même constat, la prévention seule ne suffit plus. 120. Il faut savoir quoi proposer à des gens chez qui on va trouver qu'ils sont séropositifs, qu'ils sont éventuellement malades. Donc, on ne peut pas faire de la prévention sans arriver à des projets, des programmes d'accès à la trithérapie. C'est toute la démonstration qu'on cherche à faire. Ce projet de trithérapie veut servir de modèle à d'autres entreprises dans la lutte contre le VIH, le virus que certains désignent encore dans les chansons populaires comme le poison des Blancs. En Irlande du Nord, la marche des orangistes s'est dispersée dans le calme. Les manifestants protestants, encadrés par d'importantes forces de l'ordre, n'ont pas investi les quartiers catholiques de Portadown. Quelques incidents tout de même, mais sans gravité, et l'extrême vigilance de la police qui restera mobilisée la nuit prochaine. À noter quelques heures auparavant cet attentat au sud-ouest de Belfast, attribué vraisemblablement à l'IRA véritable, branche dissidente de l'armée républicaine irlandaise.
Crise politique en Israël à 2 jours du sommet de Camp David qui a fait voler en éclats la coalition gouvernementale d'Ehud Barak. Le Premier ministre israélien, affaibli par le départ de 3 partis de sa coalition, a pourtant confirmé qu'il se rendrait, quoi qu'il advienne, aux États-Unis. Commentaire Patrice Ramden. Ehud Barak et ses ministres ce matin à Jérusalem. L'image, à peine enregistrée par les caméras, peut déjà prendre la direction des archives, car la coalition gouvernementale s'apprête à exploser. Le premier à faire défection, Nathan Sharansky, le ministre de l'Intérieur. Il pèse 4 députés. Malheureusement, certains membres de notre coalition trouvent avec les Palestiniens des accords qui sont inacceptables pour moi, comme pour d'autres membres de la coalition. Les autres, le Parti national religieux et surtout le parti ultra-orthodoxe Chasse, dont le leader, Eli Issaï, invite Ehud Barak à annuler son départ pour Camp David. Il considère que le Premier ministre israélien fait trop de concessions aux Palestiniens dans sa recherche de la paix et il semble que dans la rue, quelques centaines de manifestants lui fassent écho. Néanmoins, Ehud Barak s'envolera demain pour les États-Unis. Il y retrouvera Bill Clinton et les Palestiniens qui ont d'ores et déjà prévenu, pas question de repousser à plus tard des solutions aux questions de Jérusalem ou des réfugiés. Le problème pour Barak, c'est qu'en son absence, le Parlement, où il est désormais minoritaire, examinera 3 motions de censure. Un demi-siècle après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, soucieuse de régler ses comptes avec le passé, s'apprêterait à indemniser certains travailleurs forcés pris comme esclaves par les nazis. Une loi vient d'être adoptée, créant une fondation qui réunira des fonds nécessaires dont d'anciens déportés français pourraient bénéficier. Agnès Monteux et Didier Daron. Pire que des esclaves. La faim, la maladie, l'épuisement et pour beaucoup la mort. Certains, pourtant, ont survécu à cet enfer. Aujourd'hui, l'Allemagne souhaite indemniser ces travailleurs forcés venus de toute l'Europe. En France, ils sont 13 000. Pour eux, l'indemnisation est acquise. Mais les personnes enrôlées au titre du STO, le service du travail obligatoire, ne sont pas reconnues comme déportées. Très peu devraient bénéficier de ces mesures. Historiquement, les STO n'ont pas été contraints à travailler par les Allemands. C'est une fiction juridique, bien sûr. Et deuxièmement, ils n'étaient pas soumis à un régime de contrainte totale comme les déportés. Donc, pour bénéficier de l'indemnisation, chacun devra établir qu'il a vécu une contrainte très forte. À l'origine de cette décision des députés allemands, il y a les plaintes de plus en plus nombreuses déposées par d'anciens déportés, aujourd'hui naturalisés américains. Et en échange de ces indemnisations, une condition, toutes les plaintes contre les entreprises allemandes devront être retirées. Un marché que refusent les associations de déportés. Oui, c'est sûr. Nous disons que les travailleurs esclaves, qui étaient les déportés, n'ont pas à être rémunérés. Ils étaient effectivement des esclaves et il ne faut surtout pas compter sur nous pour que, sous le prétexte que des entreprises allemandes verseraient maintenant une indemnité, nous leur délivrions un quelconque seuil de tout compte. C'est absolument impensable de notre part. Chaque déporté qui en fera la demande recevra entre 15 000 et 45 000 francs. Les associations de déportés, elles, souhaitent que ces sommes soient versées à des fondations chargées d'entretenir la mémoire de ces travailleurs esclaves. Le reste de l'actualité, une page estivale pour ce week-end de grand départ avec le début de la saison touristique. Ces contrôles effectués chaque année et plusieurs fois dans l'année dans les restaurants. Du travail clandestin à la fraîcheur des produits, une opération a été menée hier soir à Juan-les-Pins. Reportage Olivier Théron et Frédéric Cerulli. Sans les policiers en uniforme, on pourrait croire à des touristes. Mais c'est en fait une opération interministérielle qui est en cours. URSAF, hygiène, inspection du travail, répression des fraudes, douane. Objectif, mettre les restaurants sur le grill, traquer le travail non déclaré et vérifier les conditions d'hygiène. On se retrouve donc ici avec des poubelles de service qui ne sont pas fermées, près de, si vous voulez, de zones de préparation. Donc là ça va vite, on jette quelque chose, on ramasse directement la poubelle, on s'essuie et on va travailler directement sur la planche. Et c'est là qu'on a les contaminations. Les inspecteurs ne vont rien laisser au hasard. Prélèvement, vérification de la fraîcheur des produits
conformité des menus avec les ingrédients trouvés en cuisine. Le principe, c'est de vérifier la véracité des annonces publiées dans les mets et les plats. Par exemple, qu'un escargot Bourgogne soit bien un escargot Bourgogne ou un escargot façon Bourgogne s'il ne provient pas de la région. Côté cuisine, à part quelques recommandations, ce restaurant est en règle. Il est contrôlé plusieurs fois par an et il a su se mettre aux normes. Côté salle, en revanche, le gérant a des soucis. Il aurait eu un employé non déclaré, mais pour lui, difficile de faire autrement. Mais ils veulent tous travailler au black, parce qu'ils touchent le chômage et le RMI. Donc voilà. Donc ça vaut le coup pour eux. Pour que l'industrie du tourisme ne se transforme pas en une jungle nauséabonde avec les consommateurs pour victimes, les contrôles vont se répéter tout au long de la saison. Les inspecteurs espèrent aussi que le bouche à oreille, la peur de la sanction, incite les professionnels à ne pas enfreindre la loi. La saison touristique s'annonce radieuse, mais après la pénurie de main-d'œuvre déjà rencontrée lors des congés d'hiver, les patrons d'hôtels et de restaurants ont toutes les peines à recruter des saisonniers. Pour le seul département de l'Hérault, 4500 postes seraient toujours à pourvoir. Enquête dans la station balnéaire de la Grande Motte, Léo Lamberton et Denis Pardano. Depuis le début de la saison, il n'est pas à prendre avec des pincettes. Jean-François Lombard dirige le restaurant du centre VVF de la Grande Motte. 2000 couverts par jour et il manque 4 personnes en cuisine. Il y a une grosse demande dans tous les restaurants, donc à partir de là, ils négocient sur tous les restaurants. Et malgré tout, on n'arrive à avoir personne. Toutes les personnes qui sortent d'écoles hôtelières sont déjà prises à la base. Donc actuellement, on est en pénurie. Une pénurie qui touche l'ensemble du littoral et qui concerne tous les métiers de la restauration. Du serveur au cuisinier en passant par le maître d'hôtel. Dans l'Hérault, alors que la saison bat son plein, 4500 postes seraient toujours à pourvoir, du jamais vu. On vit actuellement une reprise de l'activité. Beaucoup de personnes qui attendaient la saison pour s'employer ont trouvé chaussures à leurs pieds, travaillent dans d'autres domaines, et donc la pénurie est d'autant plus importante à cette année. Et de fait, dans cette agence de la NPE de Montpellier, spécialisée dans la restauration, les panneaux regorgent d'offres d'emploi et il n'y a quasiment personne devant. Mais la reprise de l'économie n'explique pas tout. J'ai fait un essai la semaine dernière. On me demandait de faire 50 heures par semaine, et payer tout juste le SMIC. J'ai dit non, quoi. J'ai fait un essai, j'ai essayé. C'est très décourageant, quoi. Vous l'aimez comment, bien grillé ou... Jacques Mestre est le président du syndicat hôtelier de l'Hérault. Il reconnaît que depuis 10 ans, les salaires n'ont pas bougé, mais il affirme ne pas avoir beaucoup de marge de manœuvre. Les augmenter, ça va être une obligation. Mais par contre, il va falloir quand même qu'on pense aux entreprises qui sont accablées de charges. Et si vous avez qu'à comparer par rapport aux voisins, l'Espagne, le Portugal et autres, qui ont des TVA par exemple pour la restauration totalement différente, qui est à 7%, 9%, et nous sommes à 19,6%. Reste un autre problème, le logement. Ici à la Grande Motte, en plein été, une chambre peut coûter 2000 francs la semaine. Jusqu'à présent, les restaurateurs ne s'en souciaient pas, mais la pénurie de saisonniers les met aujourd'hui au pied du mur. L'actualité sportive avec la dernière épreuve du championnat de France de cross-country moto à Vichy. Marc Maisonneuve et Alexandre Delaval ont suivi cette jeune pilote d'à peine 17 ans. Dans cette discipline peu ouverte aux femmes, voici qu'une adolescente atteint l'un des plus hauts niveaux et les professionnels lui promettent un bel avenir. Ludivine en aura doublé plus d'un aujourd'hui. Il paraît même que ça les agace. Car Ludivine est pilote comme eux et souvent meilleure qu'eux puisqu'elle est devant. C'est sa première saison, alors pour faire un métier d'homme, elle apprend à changer de boudin. Ces pneus increvables, si durs qu'il faut rentrer les démonte-pneus à coups de marteau. Ça ne les ferait pas plus que le reste. C'est difficile, mais il faut le faire, donc il faut s'entraîner et au bout d'un moment on y arrive. 17 ans depuis une semaine, elle participe au championnat de France. Avant la course, elle reconnaît à pied les 14 km du circuit avec des rêves de victoire plein la tête. Prête à tous les sacrifices possibles pour arriver au plus haut niveau et en faire mon métier. C'est quoi le plus haut niveau pour vous? Être champion du monde. Alors, pour apprendre, elle a la plus grosse cylindrée, une 360 cm3. Sur la première ligne, au départ, elle est la seule fille. En bout de ligne droite, la galanterie n'est pas l'objectif principal des autres concurrents.
les gars sont en train de se dire, il faut que j'arrête ou quoi, et je me fais taxer par des filles. C'est vrai qu'on est un petit peu surpris, un sport qui pourrait paraître pas très féminin et qui en fait s'avère plutôt assez bon pour elles et qui se passe plutôt très bien, quoi. Sauf quand Ludivine est 3e de la course et qu'un concurrent coupe le circuit pour éviter de finir derrière une fille. De toute manière, il est viré. Il n'a pas le droit de couper les banderoles. Voilà. Marcel Seurat est éleveur de champions, champion d'Europe ou du monde, mais jusqu'à aujourd'hui des garçons seulement. Jamais une fille qui est devenue championne en moto. Il y a eu Mouton en voiture, il y a eu Oriol en avion, mais en moto, il n'y a jamais eu personne. Alors, ben voilà, il faut en faire une. Une championne, ou plutôt une pilote, comme le dit Ludivine. Tour de France cycliste, aujourd'hui la 9e étape, 181 km courue dans le sud-ouest entre Agen et Dax sous un ciel lourd de nuages. Victoire difficile de l'Italien Paolo Bettini. Le coureur de la formation Mapei a conclu de justesse une échappée de 4 coureurs, devançant le Belge Geert Verheyen, l'Espagnol José Angel Vidal et le Français Didier Roux. L'Italien Alberto Elli conserve son maillot jaune de leader. Aujourd'hui sur le Tour, on a noté avec surprise la présence de Bernard Sainz. Son nom ne vous est pas étranger, souvenez-vous. Il était soupçonné d'être l'un des acteurs d'un réseau de dopage en juin 1999. Alexandre Cara, Emmanuel Beck et Pierre Toury. Agen ce matin, village départ du Tour de France. Au détour d'un stand, l'homme que l'on n'attendait pas ici, Bernard Sainz. Étrange gourou du Tour pendant des décennies, un homme un peu mystérieux qui a repris à son compte le surnom qu'on lui donnait alors, Dr Mabuse. Après ses démêlés judiciaires de l'année passée, on osait imaginer le revoir sur le Tour. Quand on lui demande qui l'a invité, il esquive la question. J'ai beaucoup de personnes notoires qui seraient susceptibles de m'inviter, mais je comprends qu'il aurait difficile officiellement de me déclarer leur bienvenue dans la situation de haute sensibilité que représente mon personnage. Malgré ces dénégations, il y a de la provocation dans cette présence. La volonté sans doute de promouvoir un livre fraîchement écrit, mais aussi de rappeler l'ombre du passé à ceux qui se targuent aujourd'hui de donner une image nouvelle au Tour de France. C'est une présence inopportune. Inopportune. Je ne sais pas par quel canal il est arrivé là, mais bon, il aura mieux fait de se dispenser de venir visiter le Tour de France compte tenu de la situation dans laquelle il est et dans laquelle certains coureurs, semble-t-il, l'ont été l'année dernière. L'an dernier, à la même époque, alors que le Tour sillonnait les routes de France, Bernard Sainz était en prison, mis en cause dans une affaire de produits dopants. Aujourd'hui, le docteur Mabuse a un nouveau cheval de bataille. Il attaque Marie-Georges Buffet et sa loi contre le dopage. Le monde de la politique a voulu profiter de l'hypermédiatisation du sport cycliste, à tel point qu'on a vu des campagnes de propagande politique, on a vu de la justice spectacle. Et finalement, si ce geste de Bernard Sainz, ce n'était que beaucoup de bruit pour rien. Le crépuscule médiatique d'un sorcier du cyclisme, un regard en arrière sur le côté obscur du Tour de France. En Afrique, un match de football qui opposait l'équipe sud-africaine au Zimbabwe a tourné à l'émeute. 12 morts selon un bilan provisoire alors que la foule déchaînée tentait de quitter le stade et de très nombreux blessés. Cinéma avec la sortie du Patriote avec Mel Gibson, réalisé par Roland Emmerich, qui avait déjà signé Godzilla ou encore Independence Day. Mel Gibson y incarne le rôle d'un fermier de Caroline du Sud lors de la guerre d'indépendance, un film controversé et tièdement accueilli aux États-Unis. Nicole Cornu-Langlois. C'est belle. Du grand. Cet homme ne voulait pas faire la guerre, mais les Anglais ont tué l'un de ses fils, emporté l'aîné pour le pendre. Ils décident de leur tendre une embuscade. Et c'est ainsi que Benjamin Martin, père de 7 enfants, rentrera dans la lutte pour l'indépendance des États-Unis en 1776, au nom de la vengeance d'abord. Seigneur, faites que je sois rapide et précis. Mel Gibson avait déjà dans Braveheart joué William Wallace, héros de l'indépendance de l'Écosse. Il est manifestement attiré par ces rebelles meneurs de troupes qui se battent pour la liberté. Quand je rentre profondément à l'intérieur de ces personnages, je réalise vraiment ce qu'ils sont. Et je fais au mieux pour m'en approcher en fiction, bien sûr, même si je ne suis pas en accord avec ce qu'ils sont. Benjamin Martin est la synthèse de plusieurs héros de l'indépendance américaine.
Il est hanté par un passé violent dans la lutte sauvage contre les Français. Et il voudrait être un combattant idéal en face de ses nouveaux ennemis, les Anglais. Les moments historiques ont été précisément reconstitués, mais c'est surtout l'aventure d'une famille à travers ces événements révolutionnaires qui est attachante. Même dans les scènes tragiques, Mel Gibson s'est amusé et décontracté les autres acteurs, surtout ceux qui jouent ses enfants. Et dans la vie, quel type de relation avez-vous avec vos 7 enfants? Les relations avec mes enfants sont plus intenses dans le quotidien que dans le film. Le meilleur que je puisse faire, en fait, c'est d'avoir de la patience avec eux. Même s'ils ne m'écoutent pas, ils m'entendent parler des valeurs auxquelles je crois. Et j'ai parfois la chance que cela reste dans un coin de leur tête. Avec cette épopée, ils auront quelques sujets de discussion sur la famille, la patrie et surtout l'énergie de leur père dans une histoire qui les concerne. Musique avec les Eurokéennes de Belfort, en vedette Moby, ce disque jockey new-yorkais réputé pour réussir l'alliage du blues et de l'électronique. Frédéric Vian et Madi Diawara. Vous n'avez peut-être pas reconnu cette musique et pourtant, il s'agit du bon vieux thème de James Bond, un thème revu et corrigé à la sauce Moby. La maison 007 ne s'y est pas trompée, elle a confié ce relookage à l'un des artistes les plus en vogue, spécialiste de l'électronique et des enceintes saturées. Et pourtant dans la vie, Moby est gentil. Né à Manhattan il y a 33 ans, Moby est végétalien, il croit en Dieu, il ne boit pas, ne fume pas et consomme une seule drogue, sa musique. Je suis un peu Dr Jekyll and Mr Hyde. C'est vrai que dans la vie, je suis plutôt timide et réservé, mais sur scène, je me sens vraiment bien. Je cours et je saute dans tous les sens comme un fou en hurlant. Je suis vraiment une autre personne. Exubérant sur scène, Moby s'est aussi imposé dans les hit parades. Double disque d'or en France, numéro 1 en Angleterre, il est devenu l'un des grands noms du mouvement New Age. Dans ses clips qu'il dessine lui-même, il prône les valeurs de cette nouvelle ère, le respect des autres, la non-violence et l'antiracisme. Ce serait super si j'avais des enfants avec une femme noire, arabe ou asiatique, et sûrement pas une anglo-saxonne. Parce que je crois que le mélange est une valeur vraiment positive. Regardez-moi, je suis un pur produit anglo-saxon, résultat, je perds mes cheveux, j'ai de mauvaises dents, je ne vois rien, c'est bien la preuve. Et le mélange, c'est ce qui fait bouillir la marmite de Moby. Sur un fond techno, il marie la pop au hard rock. Il y en a pour tous les goûts, c'est la recette de son succès. Le styliste Jean-Paul Gaultier, éperdument amoureux de Paris, son défilé pour la collection automne-hiver 2000 était animé par des figures mythiques. Et la première d'entre elles, Édith Piaf. Le Paris de Gaultier est tout près du podium, Laurence Piquet et Bernard Connor. Voilette et coupe parfaite pour ce tailleur, chemise cravatée, pantalon droit. Jean-Paul Gaultier nous fait revivre l'élégance de la parisienne des années 20 à 40. Une femme raffinée dans ce tailleur prince de Galles, plissé sur les jambes, un plissé que l'on retrouve dans cette longue jupe en crêpe, l'entre-deux-guerres remise au goût du jour pour son parfum de liberté. Façon d'être, où il y avait une liberté aussi sexuelle à cette époque, beaucoup plus grande que même que maintenant, où plein de choses se faisaient, c'était vraiment une espèce de joie de vivre. La joie de vivre dans cette jupe sirène, de l'écossais revisité sur velours noir. De l'écossais aussi pour cette robe Kills, sari, plissée. Jean-Paul Gaultier joue aussi avec les effets cinétiques. Dans ses créations apparaissent les figures légendaires de Paris, comme Kiki, l'égérie des peintres de Montparnasse.
Effet trompe-l'œil pour ce baiser à Paris. Et de loin, la Sopone a une apparition comme un mirage. Et j'aime bien un petit peu comme ça, les choses qui ont l'air d'être une chose et qui en sont aussi une autre. Mythique, la Tour Eiffel à laquelle le couturier dédie cette robe. Le quartier Pigalle et Paris by Night glorifiés, avec pour héroïne la comédienne Mila Jovovich, une grande amoureuse de Gautier. Je le regarde vraiment comme un peintre. Il est un poète, un artiste, pas seulement un styliste qui dessine des vêtements pour les femmes. Un hymne à l'élégance parisienne longuement applaudi. Dans cette nouvelle collection haute couture, la virtuosité de Jean-Paul Gaultier nous aura encore fait rêver. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle les deux principaux titres. Sur le front des incendies dans le sud-est de la France, tous les foyers sont maîtrisés, mais les pompiers restent en alerte. 2 d'entre eux sont morts dans un retour de flamme, 1 millier d'hectares ravagés. Série de morts suspectes dans une clinique de l'Essonne. Des patients en stade terminal auraient reçu des cocktails sédatifs. Une information judiciaire a été ouverte. Tout de suite, la météo avec Laurent Romeshko. 20h50, Tango, comédie de Patrice Lecomte avec Philippe Noiret. 23h35, le dernier journal, présenté par Olivier Galzi. Demain, 7h50, les 4 vérités. Françoise David recevra Yves Michaud, responsable de l'Université de tous les savoirs. À 13h, le journal Carole Gessler, Rachid Arabe. Et à 20h, vous retrouverez Claude Sérillon. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.